Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Créart. La collection Créart ouvre un espace de diffusion dédié aux recherches menées dans et par les pratiques des arts et de la technologie, réaffirmant la portée humaniste et transdisciplinaire des expériences de création. La sphère de la poétique, le faire, le processus de création, le travail opératoire, les modes et méthodes de la recherche-création, l'acte de transmission, nourrit le territoire auquel Créart se consacre. L'articulation entre création, recherche et enseignement dessinera plusieurs champs thématiques. Recherche-création, didactique de la création, récit de créateurs, de concepteurs, pratiques d'artistes pédagogues, allant jusqu'à soutenir des recherches hybrides entre créateurs et chercheurs en art, en sciences ou en technologie. L'émergence de nouvelles recherches en création est liée à une réflexion sur la pratique des arts et de la technologie, ainsi qu'à une analyse de leur mode de transmission et de production de connaissances. Parution. Graziagiaco, John Didier, Francesco Spampinato, dire, Didactique de la création artistique. Approche et perspectives de recherche, 2017. Graziagiaco, Recherche-création. Didactique de la création artistique. Le chercheur travaillé par la création, 2018. Marie-Pierre Lassus, Le non-savoir. Paradigme de connaissance, 2019. Graziagiaco, John Didier, Sabine Châtelain, Frédéric Véry, dire, Définir l'identité de la recherche-création. État des lieux et au-delà, 2020. Éric Imbert-Claude, Gwenaël Clémineau, composé après 2020. Amorce, 2020. Jean-Pierre Moreau, De la perception à la représentation. Analyser l'œuvre vidéo-musicale, 2021. Prélude. Pour une philosophie de la recherche-création en musique. A-t-on remarqué à quel point la musique rend l'esprit libre, donne des ailes aux pensées, que plus on devient musicien, plus on devient philosophe? Friedrich Nietzsche, Le cas Wagner, 1888-2007. Présenté comme étant des entretiens en miroir, la somme réalisée par les soins de Graziagiaco et Christoph Rosenberg donne une aura dynamique à la forme discursive, comme à la réminiscence ou à la croyance, la prise de parole entreprenante et responsable ayant depuis des lustres séduit bon nombre de penseurs et de philosophes. Dans ce genre d'action volontariste et militante, faut-il rappeler que les musiciens n'ont au sein de l'agent artistique aucunement échappé à cet aspect dual de l'expression verbale? Dans ce sillage par exemple, tous les textes de Platon ont été à un degré ou un autre rédigés sous une configuration dialogique, du grec dia voulant dire de l'un à l'autre et de logo signifiant discours. Encensé en tant qu'art délectable capable d'interroger et de répliquer, ce genre d'énoncé placé sous l'égide de la question et de la réponse a présidé, avant l'ère de l'écrit et via les ressorts de la maïeutique, à l'acte de naissance de la philosophie. Toutefois, on ne donne pas le titre de philosophe à celui qui, les yeux larges ouverts aux choses du monde et le regard clair et assuré, porte sur le monde un jugement droit, s'il ne voit dans le monde que tout juste le monde, dans les objets que les seuls objets. Mais revenons à ces entretiens en miroir, à travers des formulations dues tantôt au contexte praticien, l'empéiria aristotélicienne qui part de l'expérience pour atteindre l'art, tantôt à la réflexion d'envergure universitaire, le noéton qui favorise l'aura de l'intelligible. Il est alloué, de la part de Graziagiaco et Christoph Rosenberg, cette vivacité de l'imagination, évoquée jadis par Denis Diderot, qui incline à compatir, à frissonner, à admirer, à craindre, à se troubler, à pleurer, à évanouir, à secourir, à fuir, à crier, à perdre la raison, à exagérer, à mépriser, à dédaigner, à n'avoir aucune idée précise du vrai, du bon et du beau, à être injuste, à être fou. Diderot 1994 page 79. Dans ce registre reflétant les aléas de la vie, ne sont aucunement oblitérées les valeurs de elles et ses erreurs, les vertus du paradoxe et de l'imprévu, les qualités de l'accident et de la dérive. Il faut dire que parmi moult fonctions complémentaires, l'empreinte irrépressible de la philosophie universelle a pour mission d'étreindre fortement le domaine de l'art, comme la musique a pour devoir de susciter à l'envi les ardentes manifestations de la psyché. Car ainsi que le confessait György Ligeti, être compositeur ne veut pas forcément dire que l'on s'occupe uniquement de musique,
cité par Beffa 2016 page 19. Parmi les commentateurs qui ont travaillé sur les plis et les replis de la correspondance des arts, Nicolas Darbon a mis par exemple en évidence cette forme de transdiction, qui a le pouvoir de lier à ses dépens plusieurs médiums expressifs entre eux. Convaincu comme Bassarab Nicolescu que l'approche transdisciplinaire figure l'un des vecteurs porteurs de la connaissance de la réalité, tous les signes paradigmatiques visant autant l'imagination en mode introspectif, in situ, que la connaissance apparente du monde, ex situ, peuvent alors s'amarrer aux rives expérimentales de la création artistique. Sous couvert de cette forme de médialité fusionnelle, il serait alors aisé de montrer que la musicienne, le musicien sincère et authentique, figure un être plural et complet qui doit être à la fois pédagogue, pratiquant, créateur, chercheur, philosophe, au sens où un vrai musicien contient toujours un philosophe des sons, et ses conceptions esthétiques portent toujours leur regard au-delà de simples considérations de métier et d'émotion. Maj 2001 page 14. Si Jean Dudine affirmait, au tout début du XXe siècle, que tout artiste est un transformateur, toute création artistique est une transmutation, Dudine 1910, page 13, j'aurais tendance à dire de fil en aiguille, qu'entre transmission et passion, les dialogues de Grazia Giaco et Christoph Rosenberg auraient pu mener jusqu'à l'outrecuidance de la conception notionnelle de la transpassion. En effet, au fur et à mesure que les exercices de l'art creusent le temps, le musicien passeur, chercheur, créateur, interprète, pédagogue ne cesse de tresser prestement les maîtres mots dictés par la chimère légère et la matérialité brute, l'inclination et l'affectivité, le désir utopique et le legs des aînés, la ferveur juvénile et l'acte impérieux de transmissibilité. Dans de telles conditions, Nietzsche n'écrivait-il pas dans Par-delà le bien et le mal ? Un philosophe, c'est un homme qui constamment vit, voit, entend, soupçonne, espère, rêve des choses extraordinaires. Nietzsche 1993 page 729, 292. Par ailleurs, faut-il rappeler qu'en 1970 Roland Barthes écrivait dans les pages de l'Arc « Il y a deux musiques, du moins je l'ai toujours pensé, celle que l'on écoute, celle que l'on joue ». Barthes 2002 page 447. Dans ce cadre, au travers de réflexions théoriques et parmi des dizaines de pratiques expérientielles vécues, Grazia Giaco et Christoph Rosenberg ont, à bon droit et avec panache, désiré consacrer les noces de la pédagogie de la musique et de la création. Au cœur de l'aventure humaine, l'autel de la célébration a alors mis un point d'honneur à offrir plusieurs questionnements fondamentaux, portant autant sur les temporalités du faire que sur l'expérience comme métaéthique, autant sur l'enseignement comme acte de création, que sur les registres de la métacognition, autant sur la puissance du sonore que sur la non-neutralité de l'enregistrement ou de la radiophonie. Nonobstant, dans les coulisses de cette fête hautement fusionnelle, les thématiques adventices et transdictives de l'écoute, de la mémoire, du son et de la connaissance ont également fait florès. Disposées naturellement tels des îlots complémentaires formant finalement un archipel unitaire, au relief parfois poétique, ces différentes catégories jugées intermédiaires présentent en réalité, en regard du tronc commun auréolé de l'argumentation dialectique des auteurs, des qualités essentielles vis-à-vis du contexte générique. En effet, au XXIe siècle, chacun sait que la primauté de la vue sur l'ouïe est sempiternellement interrogée par les tenants de la philosophie de la perception. Dans ce contexte, il est à mon sens grand temps de surmonter allègrement le poncif désignant d'office tout fétiche ou totem ostentatoire provenant du monopole sempiternellement visuel de notre magistère médiologique. Nous vivons malheureusement dans une société privilégiant l'image. Il est alors à mentionner avec sapience que tout écouteur consciencieux est capable de recevoir et de scruter, au sein d'un horizon d'attente, Josse 1978, toujours plus à découvrir, où finalement, tout peut arriver dans le paysage sonore de notre environnement, la haute satisfaction des données insoupçonnées du fait acoustique, Castanet 2021a, de l'auscultation d'un lieu bruit à la rotation d'une sculpture sonore, de la charge polyrythmique d'un essaim des apostrophes, abeilles à la vocifération des oiseaux nocturnes, du cri des veneurs en chasse à court à l'expression musicale des Inuits, de la performance de contextes sonoro-subaquatiques au concert live traditionnel, incluant autant le ludisme solitaire que l'improvisation collective, autant l'acte de composition que l'interprétation corollaire. Dans ce registre réflexif, permettez-moi de jouer aux quatre coins, en pointant ces points cardinaux complémentaires de la philosophie de la recherche-création en musique.
L'écoute. Il est assez facile d'affirmer qu'il ne peut y avoir de musique sans la finalité expressive des pouvoirs de l'écoute. Tomatis, 1991, pages 181 à 183. Écoute du moi intérieur comme des autres, écoute du passé comme du présent, écoute des voix d'outre-tombe comme des anges de l'au-delà. Autres pensées, autres bruits, autres sonorités, autres idées. Lorsqu'on vient écouter, on essaie souvent de se retrouver soi-même dans les autres, estimait Luigi Nono, 1993, page 256. Dans ce contexte, je mentionnerai que toute création sonore fait appel, de près ou de loin, à une palette émotionnelle pouvant embrasser de délicieux instants pathiques. Néanmoins, pour l'anecdote, alors que Paul Claudel avait pris un malin plaisir à agencer le fameux jeu de mots précisant que l'œil écoute, Marcel Duchamp avait décelé qu'il était aisé de regarder voir, mais que l'on ne pouvait pas vraiment entendre. Duchamp, 1994, page 37. Pour information, afin d'éviter toute confusion terminologique, Pierre Schaeffer, l'inventeur de la musique concrète, s'est penché sur la définition de ces différents vocables relatifs à l'entendant. S'appuyant sur quelques notices parcimonieusement puisées dans les dictionnaires de la langue française, il a par exemple tenu à distinguer elle entendre écouter, de elle entendre ouïr, et elle ouïr entendre, de elle écouter entendre. Dans ses commentaires émaillés d'exemples précis, le lecteur peut alors apprendre qu'ouïr c'est percevoir par l'oreille, sans faire spécialement attention, mais qu'entendre c'est diriger son oreille vers, ou être frappé de son. Revêtant un profil plus précis, le verbe écouter invite à prêter l'oreille et à s'intéresser à. L'ingénieur théoricien a même déduit, quasiment à la manière d'un sketch de Raymond DeVos, que quelquefois on n'entend pas quoi qu'on écoute, et souvent on entend sans écouter. Schaeffer, 1966, page 103. Sur ce point, il n'est pas anodin de voir que l'organiste Louis Thierry a complété les propriétés du verbe écouter, par celles de guetter, désirer, avoir soif de l'inattendu, de cet avenir immédiat dont je ne sais rien. Écoute curieuse, intriguée, craintive parfois, attente d'événements inconnus, heureux ou inquiétants, Thierry 2015, page 15. La mémoire, placée sous l'égide de Mnémosyne, la pédagogie, la recherche et la création ont le pouvoir d'entretenir avec fatalité un rapport pertinent au temps. De surcroît, la MNE accent circonflexe ME accent circonflexe des anciens, Aristote 1986, ne se rapportait-elle pas proprement à la faculté d'apprentissage ? Dans ce programme de dimension aristotélicienne où la réminiscence et la répétition sont légion, Aristote 1965, les fonctions psychologiques et mystagogiques de l'enseignant comme de l'étudiant, du créateur comme de l'auditeur ont le pouvoir d'intercéder à la fois vis-à-vis des jugements a priori et des impressions sensibles. Au reste, comme disait Socrate, tout savoir est réminiscence, Platon 2008, 86b. Alors, dans ce champ d'investigation d'ordre ductile, positionnés de part et d'autre de l'opus, le créateur et l'auditeur deviennent en fin de compte les acteurs de ce qu'ils écoutent. À cet égard, ils devraient pouvoir assumer une saine responsabilité d'écoutant actif. Dès lors, en ce domaine, comme l'a préconisé l'universitaire normande Magali Cisorne à l'école du spectateur, il est peut-être bon d'apprendre à observer, Cisorne 2016, page 111 à 113. Au reste et pour information, désirant cerner le rôle du nouvel observateur, Daniel Dehaye a parlé de mémoire du son, Dehaye, 2006, page 12, et Arthur Doutra a avancé le terme de culture d'audition, Doutra 2020. De surcroît, d'un point de vue esthétique, si le philosophe Ernst Bloch a su remarquer au sein de ses éléments de philosophie de la musique, que le son était non plus moyen, mais phénomène, Bloch 1977, page 173, le musicologue Renzo Cresti a pu relever pour sa part qu'il était vestigium de la beauté, Cresti 2015, page 413. Le son. Il est à savoir que les aficionados des sound studies, les amateurs d'anthropologie et les adeptes de l'histoire des sensorialités sont d'accord pour pointer à l'excès la phénoménologie du visible postée au premier rang sur l'échelle universelle qui régit la faculté de connaître, Casati et Dokich, 1994. Ainsi, les tenants et les aboutissants de ce litige restent foncièrement paradoxaux, le plan sonore arrivant systématiquement en dernière position. Or c'est un truisme de dire qu'il se trouve que les oreilles n'ont pas de paupières, Quignard, 1996, page 105. Attaché à une galerie de figures de l'écoute, Benaïm et Guédon, 2013,
Tout un chacun peut donc se mettre à envisager avec bonheur le fond d'une archéologie plus ou moins enfouie de ses entendements tous azimuts et de ses souvenances appréciables par le truchement de l'oreille. Toujours est-il que, matière rétive à la fois vivante et sensible, le son reste le matériau sine qua non pour tout musicien-chercheur et tout auditeur-ausculteur. En définitive, entre principes théoriques et mise en forme pragmatique, c'est le son qui compte, bien plus que son organisation, laquelle varie selon les époques, les peuples, les latitudes et le milieu, même en Europe. Celle-ci 2009 page 22, tenait à préciser le musicien-poète Giacinto Scelsi. La connaissance. Il est assez clair que ce que Platon appelait gnosis était en partie opposé à l'ignorance. À ce niveau, la soif de connaissance est à l'image altruiste de l'immensité de l'humanité. En dehors de l'amplitude incommensurable d'une telle extériorité et à l'instar du philosophe Friedrich Hegel, il est peut-être utile de rappeler que le rôle universel de la musique consiste non à reproduire les objets réels, mais à faire résonner le moi le plus intime, sa subjectivité la plus profonde. Hegel 1979 page 322. Par ce truchement, nous voilà revenus au domaine intime de l'écoute intérieure. Cette quête introvertie de la troisième oreille, Merleau-Ponty 1964 page 25. Néanmoins, comme l'a souligné Michel Serres, un cycle qui s'amorce par une écoute rare et qui demande surdité à soi et au groupe ou interruption des cycles clos de la conscience et du contrat, pourrait s'appeler connaissance. Serres 1985 page 141. Entre fruits du hasard cognitif et habitudes de convention quotidienne, entre conscience tacite du logo et audace exploratrice allant jusqu'à la limite de la déraison, l'œuvre louvoyant entre pédagogie et création dépend bel et bien d'un contexte de recherche d'ordre épistémologique, Goldman 1986. C'est à ce titre édifiant que la présente étude réalisée par Grazia Giaco et Christophe Rosenberg a tenu à privilégier la mixité salutaire des systèmes perceptifs et des doctrines de la connaissance, des canons de l'apprentissage et des chemins de la création. De plus, les différentes perspectives de définition du gestus créateur au sein de ces précieux témoignages en miroir ont su mettre en évidence les fabuleuses catégories de l'anima et de la praxis, de la pensée et de l'être, du faire et de l'entendre. Enfin, facile à lire grâce à une réelle fluidité d'expression jouant le jeu direct de l'alternance des points de vue rythmés et ciselés, ces entretiens en miroir sont néanmoins sous-tendus par de hautes complicités, référence à Nathalie Heinisch, John Dewey, Jacques Rancière, de fortes résonances, travaux de Hans Jonas, Raymond Murray-Schaffer, Francesco Spampinato, d'éminentes thèses, études de Pierre Gosselin, François Delalande, Justine Sion-Henry, et bien des apostrophes. Autres encore tout aussi louables, autant de remarquables spécialistes, toutes générations confondues, éclairant de leurs lumières expertes la sacro-sainte trilogie reliant le monde éducatif, l'univers socioculturel et la création musicale. En guise de coda somme toute réjouissante, je tiens à féliciter le binôme des auteurs pour avoir mené à bien ces états des lieux, difficiles à cerner et à cristalliser, ces bilans et prospectives en forme d'offrande musicale et ces credos sincères et pertinents, voire les postludes en solo. En outre, il est à souligner qu'enfin musiciens dans l'âme et dans l'esprit, ces deux artistes-chercheurs, l'une violoniste et altiste, l'autre saxophoniste et flûtiste, ont particulièrement bien circonscrit les tours réalistes et les atours esthétiques des pratiques bienséantes et quelque peu libertaires de la création musicale. Pierre-Albert Castanet, Université Rouen-Normandie, CNSMD de Paris. Miroir 1. Cherchez le bout du fil. GG, c'est au bord du lac lausannois que nous avons décidé, en février 2020, de nous lancer dans la rédaction de cette série d'entretiens autour de l'écoute, de la pédagogie, de la création musicale et de ses enjeux aujourd'hui, dans notre société actuelle, avec ses paradoxes, ses limites, mais aussi ses occasions qu'il faut savoir saisir. Depuis presque 30 ans, ton parcours de musicien et pédagogue a tracé un chemin qui porte en soi une mémoire de création sonore, un réservoir d'expériences et de rencontres, et c'est ce témoignage que je veux recueillir. Tu es au bout du fil. Je cherche ce bout, et je souhaiterais comprendre quel était le contexte culturel à Paris, dans les années 1980-1990, lorsque tu t'es engagé en tant qu'artiste intervenant dans les écoles, au début, puis au sein des ateliers de la Cité de la Musique. J'ai voulu faire quelques recherches sur ce lieu. Les chiffres qui rythment le territoire du parc de la Villette résonnent presque comme des séries,
26 folies disposées tous les 120 mètres par l'architecte Bernard Tschumi, comme une variation à la folie, une obstination tendue d'espace, d'intersection et de lieux de rencontre, de travail, de création. La folie musique est l'une d'elles. Tout a commencé par là. CR. La folie musique était un lieu de pratique musicale, un bâtiment attenant à la Cité de la musique qui, rappelons-le, avait été inauguré en 1995. Gilles Delebarre était à l'époque le responsable de la folie musique. Pendant des années, nous avions travaillé dans ce bâtiment, principalement autour de 3 axes. L'atelier Gamelan, l'atelier des musiques arabes et l'atelier d'éveil musical. GG. Comment en es-tu arrivé à intégrer ce projet qui t'occupe depuis plus de 20 ans ? Comment l'articulation de cette double identité de musicien et pédagogue a-t-elle pu permettre le développement de ton approche singulière autour de la création musicale ? CR. Après avoir obtenu un baccalauréat littéraire, j'étais partagée entre le choix de continuer des études supérieures en lettres ou de pouvoir travailler le plus rapidement possible. J'ai eu la chance de rencontrer quelques merveilleux enseignants durant ma scolarité. J'avais une grande admiration pour cette passion qui les animait. J'ai donc décidé de passer le concours d'entrée à l'école normale d'instituteurs d'Auteuil, que j'ai réussi. De 1976 à 1978, j'ai suivi la formation et obtenu mon CAP d'instituteur, métier que j'ai exercé à temps plein, essentiellement en école maternelle. Puis j'ai repris des études et me suis mis en disponibilité afin d'améliorer mon niveau musical. Je me suis inscrit en DUG de musicologie, option ethnomusicologie et musicothérapie, à Paris 8, puis j'ai réintégré mon poste d'instituteur, mais à mi-temps durant quelques années. Cela m'a donné la possibilité de jouer avec de nombreux groupes, dans des genres très variés, et d'apprendre mon métier de musicien sur le terrain. J'ai à nouveau eu la chance de croiser des personnalités généreuses, des musiciens excellents et des êtres rayonnants qui m'ont beaucoup apporté, Joe Maka, Alain Silva, Abdoulaye Prosper Niang, et qui m'ont transmis leur passion de la musique, du partage de connaissances et de pratiques. J'ai aussi pu me former aux techniques de sonorisation. À partir de 1991, j'ai été recruté au Conservatoire d'Alfortville, en détachement de l'Éducation nationale, comme musicien chargé de projets d'intervention musicale dans les écoles, de l'éveil musical et des premières années de formation musicale. J'animais aussi des ateliers de pratique collective autour des percussions, pour les adultes, le soir. GG. Ton identité s'est donc progressivement formée grâce à plusieurs rencontres et plusieurs pratiques, celle du musicien, celle du pédagogue, mais aussi celle du médiateur. Elles me paraissent indissociables. Comment ta trajectoire biographique a-t-elle éveillé cette polyvalence ? CR. Ces expériences multiples m'ont littéralement façonné. Je les ai toutes appréciées. Il faut dire qu'enfant, j'ai baigné dans la musique, car mon père, photographe illustrateur, portraitiste, qui jouait un peu de piano en improvisation, en écoutait toute la journée à la maison où il travaillait quotidiennement en dehors de ses reportages. Il ne jurait que par le classique. Ma mère adorait aussi la musique, mais grâce à elle, les variétés et les musiques populaires ont complété le champ d'horizon de mes oreilles. Ma sœur aînée, de 10 ans plus âgée que moi, m'a fait découvrir les tambours du Burundi, le chant de Pygméaka et la collection prospective XXIe siècle, éditée par Philips avec entre autres des musiques de Xenakis, Pierre-Henry, Bernard Parmigiani, Luc Ferrari. Un jour, pour mes 7 ans, je suis rentrée à la maison et sur la table était posée une flûte traversière. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à pratiquer un instrument de musique. J'ai aussi bénéficié très jeune des cadeaux d'un ami de mes parents, féru de hi-fi, qui changeait souvent de matériel d'écoute ou d'enregistrement. Très tôt, j'ai eu dans ma chambre un tourne-disque, et surtout un magnétophone à bande. Et déjà, je me livrais à toutes les expériences concrètes possibles sans savoir que grâce à Pierre Schaeffer ce genre de manipulation, que je faisais alors pour m'amuser, était devenu un genre musical et sonore à part entière. Accélérer, ralentir, stopper, hacher, rayer le sillon, écouter à l'envers ou vriller la bande magnétique et découvrir des surprises à chaque instant. Il n'est pas étonnant finalement que je recherche aujourd'hui dans l'exercice de cette passion de l'écoute, ces gestes de transformation et de réalisation. Et puis j'ai aussi très vite senti que la musique et les sons permettaient très facilement de communiquer, d'entrer en relation avec les autres. GG,
Dans ton enseignement à l'école, quelle place avait la musique? CR, une fois instituteur, la musique fut présente au quotidien. Mes instruments, ou objets du quotidien détournés au profit de leur utilisation comme corps sonore, mon magnétophone et mon micro, et une bonne station. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.